suis très, très contente d'accueillir Julien. Ça fait très longtemps que je veux l'inviter, en fait. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Et donc, on disait, on profitera d'un de ces passages quand même relativement fréquents en France pour le faire. Donc, voilà, sauf que c'est quand même en visio, ce qui est quand même un comble. Il est en France, effectivement, en sabbatique, mais c'est quand même en visio. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Julien, donc ça fait très longtemps qu'on se connaît parce qu'on était ensemble en DEA, enfin pas dans le même DEA, lui a fait le DEA de Vallon et moi de Lelouch à l'époque, mais on était en même temps. Et donc après, Julien, il a fait une thèse à l'INRIA. Et puis ensuite, il est parti en postdoc au Canada où il est resté depuis. Et donc, où il s'est mis, alors à l'INRIA, il était plutôt sur le plancton, je crois. Et donc, quand il est arrivé au Canada, il a commencé à se mettre sur les populations humaines, mais toujours en dynamique des populations, maladies infectieuses, et notamment, il a commencé à s'intéresser aux dynamiques des épidémies suite aux importations de cas dans les transports aériens et tout ça. Et donc, depuis un an, il est sur le Covid. Et voilà, et ça m'a... En fait, récemment, il a eu un prix, le prix du... Là, tu vas même pas vouloir que je dise ça, mais de chercheur de Radio-Canada de l'année, justement pour ses travaux de modélisation sur le Covid. Et quand j'ai vu ça sur LinkedIn, je me suis dit, oh là là, il faut vraiment qu'on passe à cette invitation parce que c'est en plus, déjà, c'est très intéressant ce que tu faisais avant, mais là, évidemment, c'est le sujet hyper d'actualité. Et donc voilà, donc il est prof au département de maths, stats, en data science à l'Université du Manitoba, donc au Canada. Et donc voilà, merci encore Julien. J'espère qu'on réussira à se voir en vrai. Hein. Déjà, ça fait plaisir de te voir en vidéo. Merci. Okay. Merci Karen et merci Boris. Ça fait plaisir de vous présenter du travail. Ce que je vais vous raconter, c'est du travail que je fais depuis un petit moment sur le risque d'importation de, je vais dire la Covid et après je vais passer au Covid, j'imagine. Mais bon, on va commencer version Académie française et on verra combien de temps je tiens. Mais donc, le risque d'importation de la Covid et de ses variants. Voilà, donc je vais, très très brièvement, voilà ce dont je vais parler. Je vais parler des mécanismes d'importation et de spatialisation d'une épidémie et présenter un modèle qui était avant que je vienne, enfin qu'on avait publié avant de venir ici en France. Et la deuxième partie, ce sera l'introduction des variants. Et ça, c'est du travail que je fais depuis que je suis ici à Paris. Voilà, alors j'ai pris l'habitude maintenant avec ces talks en ligne de commencer par la fin. Comme ça, si j'arrive pas à finir, j'aurais déjà remercié les gens que je veux remercier. Voilà, donc merci à vous de me recevoir. Et puis, je mentionnerai mes collaborateurs sur le travail en cours, qui sont Pierre-Yves Boel, qui est ici à Saint-Antoine, Evan Milliken, qui est au Kentucky, et Stéphanie Porté, qui est ma compagne et aussi qui est là à Paris en ce moment. Et donc, la première partie dont je vais vous parler, c'est basé sur un travail antérieur qui a été publié fin 2020 à Epidemiology and Infection et qui est avec Nicolas Bageux, un ancien postdoc à moi, Stéphanie Porté encore, et James Watmore, qui est un collègue et copain du Nouveau-Brunswick. Et je veux préciser que beaucoup des trucs que je vais raconter, ça découle d'interactions avec les autorités de santé publique de diverses provinces ou territoires canadiens et aussi les autorités de santé publique fédérale. Et je vais justement très très brièvement vous parler un petit peu de la situation canadienne au cas où vous ne la connaissiez pas. Et donc, parce que ça explique un petit peu la motivation du travail. Donc,
La santé au Canada et la réponse au Covid, c'est assez différent de la France et je pense que ça vaut le coup de le mettre en avant parce que c'est quelque chose qu'on entend tout le temps à la télé en ce moment, comment les autorités de santé répondent, etc. Et donc voir comment les différents systèmes s'articulent, je pense qu'il y a une valeur. Donc au Canada, la situation est très différente de la France. Donc c'est un État fédéral où les provinces ont un degré d'autonomie très très grand. Et donc la santé en particulier, c'est une responsabilité partagée entre l'État fédéral et les provinces ou les territoires. Alors les territoires, c'est le nord du pays, c'est pas très peuplé, ça a un statut un peu différent des provinces. Il y a 10 provinces, 3 territoires et l'État fédéral. Donc l'État fédéral est responsable au niveau de la santé de pas grand-chose en fait. Ils sont responsables des Premières Nations, qui sont la façon dont on appelle les peuples autochtones, les forces armées et les prisonniers dans le système fédéral de prison. Ils sont responsables évidemment de l'entrée sur le territoire national, c'est eux qui gèrent ça. Et donc au niveau du Covid, ils n'ont pas fait, enfin c'est pas qu'ils n'ont pas fait grand-chose, je ne devrais pas dire ça, mais dans la vie de tous les jours, en tant qu'administré lambda, on ne voit pas beaucoup ce que font les fédéraux. Donc, ils ont régulé les flux d'entrée sur le pays. Donc, le RDM, c'est le reste du monde, évidemment. Donc, eux régulent l'entrée sur le territoire canadien en général. Donc, ils ont instauré, par exemple, très, très vite, une quarantaine, des tests maintenant PCR après entrée. C'est eux qui autorise, c'est l'entité fédérale qui autorise la mise sur le marché des vaccins. C'est eux qui achètent les vaccins, mais après, ils distribuent aux provinces et aux territoires, disons au prorata de la population dans les provinces et les territoires, après avoir pris évidemment leur part pour les populations dont ils ont la charge. Et après, les provinces et les territoires sont responsables de tout le reste. Et il y a aussi la possibilité pour les provinces et les territoires de mettre en place eux-mêmes des mesures d'entrée sur leur territoire. C'est-à-dire que vous pouvez entrer sur le territoire fédéral canadien, mais ne pas être autorisé à entrer sur un territoire provincial sans conditions additionnelles. C'est eux qui mettent en place les lois, enfin qui mettent en œuvre les lois, et c'est eux qui définissent la politique de santé publique au niveau provincial, mais comme tout relève de la province, la plupart des Canadiens, à peu près 34 sur les 37 millions, sont soumis aux règles édictées par les provinces dans lesquelles ils vivent. Donc c'est assez différent du truc. Donc, par exemple, moi, dans le Manitoba, très vite, il a été décrété qu'on ne pouvait pas aller au nord du 53e parallèle pour éviter de contaminer les populations qui étaient plus vulnérables et qui sont au nord du 53e. C'est une décision provinciale, locale. Donc, je pense que c'est un peu important. Ensuite, donc maintenant, je vais vous parler de la spatialisation et je vais revenir un petit peu à pourquoi la situation canadienne rend ce problème des importations particulièrement important. Donc, si vous réfléchissez à la façon dont une épidémie se spatialise, donc comment elle devient mobile dans l'espace et le temps, en gros, on peut la voir, et là je parle de maladies principalement humaines, on peut le voir comme une répétition de processus qu'on pourrait simplifier comme étant le transport, l'importation, l'amplification et l'exportation. Donc le transport déplace un individu portant le pathogène qu'on considère entre un lieu et un autre, et tout le reste du processus a lieu dans la localité, la géographie qu'on est en train de considérer. Donc, il y a potentiellement importation, et moi je vais appeler importation de toute façon dans tout cet exposé, pour moi c'est l'arrivée d'un individu infectieux. L'importation a un succès qui est déterminé par est-ce qu'elle donne lieu à des transmissions locales. Mais importation, c'est l'arrivée dans un nouveau lieu d'un individu qui a été infecté ailleurs. Donc, dans la localité, après importation, si les conditions sont favorables, on assiste à une amplification des cas, donc une multiplication des cas, et au bout d'un moment, potentiellement, s'il y a suffisamment de cas dans la localité d'intérêt, eh bien, il y a une exportation.
il peut y avoir une exportation. Maintenant, la localité devient un exportateur. Alors, pourquoi c'est important ce problème au Canada? Je vais vous montrer la situation là d'où je viens. Donc, c'est pas tout à fait à l'échelle, mais c'est pratiquement à l'échelle, ces deux cartes. Donc, bon, à gauche, vous reconnaissez. À droite, c'est le Manitoba. Donc, nous sommes la province la plus au centre du Canada. Et j'ai mis les centres de population de plus de 4000 personnes sur les deux cartes, et ainsi que les réseaux routiers principaux. Donc, enfin, il y a plus de routes sur le côté canadien parce que j'ai mis beaucoup moins de routes en France. Mais donc, vous voyez que toute la population pratiquement du Manitoba est concentrée en bas, là, ça c'est Winnipeg. Puis il y a quelques centres urbains. Au niveau des distances, c'est à peu près la même distance de Paris à Pau que de Winnipeg, au point que vous voyez au centre de la carte, là, qui s'appelle Thomson. Donc c'est à peu près 800 km pour donner une échelle. Alors, ce qui est important, là, je vous montre le réseau comme ça, mais je vais focaliser sur le Manitoba et je vais vous montrer. Donc, les points rouges, là, c'est les points que j'avais déjà sur la carte. J'ai rajouté des points bleus qui sont les centres habités. Et vous voyez qu'il y a pas mal de points bleus sur la carte, là, qui ne sont pas connectés au réseau routier. Ça, c'est principalement des communautés autochtones isolées. C'est-à-dire que la seule façon d'arriver dans ces lieux, c'est de prendre un avion, ou bien pendant l'hiver, si les routes de glace sont ouvertes, et ce n'est pas vrai pour toutes ces communautés, d'y aller en route de glace. C'est des petites communautés où les capacités de soins sont réduites. D'accord. La plupart de ces communautés, il y a au mieux une infirmière ou un infirmier sur place, il n'y a pas de médecin en résidence, il y a des capacités de soins très très limitées. S'il y a des problèmes, typiquement, on met les gens dans un avion, on les amène à Winnipeg ou à Thomson. Donc, c'est des communautés qui sont complètement en autarcie, pas tout à fait en autarcie, mais qui sont connectées au reste du monde, mais qui sont au niveau santé quand même complètement isolés. Et tous ces lieux, quand la Covid est arrivée, alors en plus, il y a pas mal de populations autochtones qui ont des prévalences, par exemple, de diabète, qui était une comorbidité avérée. Et donc, on se retrouve avec des populations extrêmement à risque, isolées, avec des faibles capacités de soins. Et donc, l'idée, c'était comment on protège ces gens et quel est le risque que ces gens se retrouvent avec ce genre de problème. Je dirais plus tard, je vous montrerai un exemple avec l'île du Prince-Édouard, qui est une province dans ce cas, mais qui a un peu le même genre de problème. Donc, je reviendrai sur ça dans un moment. D'accord. Donc, la motivation de ce problème d'importation, à l'origine, c'était vraiment ça. C'était comment est-ce que je peux donner des informations à ce genre de localités isolées quant à leur risque d'importer la Covid. Donc, c'est assez différent de ce que vous avez en France, où il y a quand même un tissu démographique très, très bien réparti, enfin relativement bien réparti, et où il y a une communication au niveau territorial qui est bien plus élevée que celle qu'on voit au Canada. Enfin, dans l'ouest du Canada, je devrais dire. Donc, maintenant, je vais vous montrer le genre de modèle qu'on a fait pour étudier ça. Donc, là, on a changé un petit peu la façon de penser au problème, c'est-à-dire qu'on a dit que les compartiments, donc c'est un modèle compartimental. Alors, je le formule comme un modèle en équation différentielle ordinaire, mais je l'étudie comme une chaîne de Markov en temps continu, parce que je suis intéressé par les propriétés stochastiques du modèle, mais c'est plus facile d'écrire le modèle en pensant comme si je faisais des équalifs, et après de transformer le modèle en chaîne de Markov en temps continu, qui est très facile à faire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon ben voilà, on a des données, il y a beaucoup de données en ligne, et principalement, quel que soit le pays que vous regardiez, ou le lieu géographique que vous regardiez, les données, elles sont en termes de détection de cas. Donc, on s'est dit, au lieu de regarder, la plupart des modèles classiques regardent par exemple les infectieux avec symptômes et les infectieux sans symptômes, on s'est dit, ouais, bah, plutôt que regarder ça, regardons plutôt les détectés et les non détectés. Donc, quand les gens sont non détectés, ils peuvent avoir des symptômes même. C'est simplement qu'ils ont un test PCR, enfin, ils n'ont pas eu de test PCR.
ou que leur test est sélectif. D'accord? Et en plus, donc c'est une façon un peu différente de penser au problème qui est un peu compliquée des fois, mais bon, c'était une façon d'approximer des données auxquelles on avait accès. Et donc, on va définir une fraction des cas détectés. Je dis, alors connaissant l'audience, je précise, c'est a posteriori, mais pas au sens bayésien, hein, d'accord? C'est a posteriori, c'est-à-dire que je dis que je vais être en mesure d'évaluer plus ou moins quelle est la fraction des détections par rapport à tous les cas qui ont lieu. Et ce qu'on appelle la force d'infection en épidémiologie mathématique déterministe, ça a lieu aussi en stochastique, c'est la pression d'infection. Et c'est là, ce qu'on fait, c'est qu'on autorise la pression d'infection donc à dépendre des L2, donc qui sont les latents, des détectés et des non détectés. Alors, les latents stades avancés et les détectés, on suppose qu'ils infectent beaucoup, beaucoup moins que les non détectés. Parce qu'évidemment, si vous êtes détecté, en principe, on espère que vous restiez à la maison. Et donc, le XI que vous voyez en facteur des D, là, on suppose typiquement qu'il est assez petit. D'accord. Donc, quelle est la contribution des individus détectés à la propagation de la maladie? J'espère que ce n'est pas très grand, mais bon, voilà. Donc, le modèle qu'on considère, c'est un modèle qui a cette forme-là. Donc, vous commencez susceptible. Après avoir été infecté, vous devenez latent. Il y a 2 classes de latence. Après latence, je vais l'appeler P là. Bon, d'accord. Désolé. Oui, c'est vrai que j'appelle P, pas Pi, mais bon, c'est le Pi de la page avant. Donc, après la phase de latence, vous êtes soit détecté et vous allez dans cette branche en bas, soit non détecté, vous allez dans la branche en haut. Dans les 2 branches, le mécanisme est le même. Vous passez par 2 phases de maladie. Et ensuite, alors dans la phase du haut, on suppose que tout le monde disparaît ou guérit. Et dans la phase du bas, soit ils disparaissent, soit ils meurent. M, c'est pour mort. Et là, j'ai mis en gris, c'est les classes pour lesquelles vous pouvez avoir des données facilement. C'est-à-dire, quand on a les tests positifs, ça sera les D1, D2. Les gens remis, recovered, c'est les RD. Et les morts du virus, c'est les M. Alors, juste une petite remarque en passant, on a mis 2 compartiments pour L, I et A. C'est simplement de manière à avoir une distribution des temps de séjour dans les compartiments qui ne soit pas exponentielle, mais qui soit Erlang. On pourrait mettre plus, le comportement mathématique serait le même, mais bon, on n'a pas vraiment tant d'informations que ça, alors on n'en a mis que 2. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui ne soit pas exponentiel, mais qui soit Erlang, donc comme une gamma avec des paramètres entiers. Ça nous donne un meilleur contrôle sur la distribution des temps de séjour dans les différents compartiments. Alors, la façon dont on considère le modèle, c'est comme ça. Donc, on a le modèle là au centre. Et ce qu'on va faire, c'est un modèle en entrée-sortie bâti autour de ça. C'est-à-dire qu'on va soumettre ce modèle à des inputs, à des entrées, potentiellement les faire passer à travers une quarantaine, ces entrées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le modèle évoluer pendant, là, typiquement, on avait fait 3 mois. Au bout de 3 mois, on regarde quel est l'état de la sortie du modèle. Donc, en gros, on va distinguer 3 cas. Une importation ratée, ou des importations ratées. Alors, vous verrez qu'il y a plusieurs cas de figure au niveau de la façon dont on stimule le modèle. Mais des importations ratées, c'est des cas où j'ai des importations, mais aucune de ces importations ne se traduit par des cas locaux. L'autre, c'est une épidémie mineure. Donc, il y a quelques cas qui ont lieu dans la communauté, mais ça ne va pas très loin. Et sinon, je peux avoir une épidémie majeure. Et une épidémie majeure, c'est ce qu'on a observé dans la plupart des endroits au monde. Voilà. Alors, pour revenir brièvement, donc, je regarde 2 types d'entrées.
Donc, je vais regarder des stimulations uniques, c'est-à-dire que là, j'introduis un individu ou plusieurs individus, mais au temps t égale 0, et je regarde l'évolution temporelle de cette cohorte, enfin, de la réponse du modèle à cette introduction. Ou bien je vais regarder des stimulations répétées, donc des entrées répétées, et là, je vais mettre en entrée un processus de Poisson, et c'est en jouant avec le taux de ce processus de Poisson que je vais simuler la nature des importations. Et en général, on suppose qu'on n'a introduit qu'une personne. On a regardé le cas de plusieurs, mais bon, voilà. Et on suppose aussi, je vais dire, que les individus détectés ne voyagent pas. Donc, le contrôle aux frontières ou bien l'altruisme des gens fait qu'ils ne voyagent pas s'ils sont infectés. C'est débattable, mais bon, voilà ce qu'on fait. Donc, le type de sortie ensuite, comme je disais, donc on a une importation qui est l'arrivée dans le lieu d'une personne portant la maladie, donc typiquement latent ou non détecté. Et après, au niveau, on se place du point de vue du pathogène. Donc, au niveau du pathogène, l'importation, elle peut être ratée, il ne se passe rien. Donc, l'individu qui est rentré n'infecte personne, c'est fini, l'importation est ratée. Ou bien l'importation est réussie, et dans ce cas, il y a deux possibilités. Donc, réussie, ça veut dire qu'il y a au moins la personne important le virus qui contamine au moins une personne dans la communauté. Et ensuite, on parle de critique ou non critique selon qu'on observe une épidémie mineure ou une épidémie majeure. Là, c'est au sens d'un papier de Whittle de 55. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un calcul un peu compliqué. Je dirais simplement qu'en fait, il peut y avoir que des importations non critiques si le nombre de reproductions est plus petit que. Oui, je n'ai pas précisé, l'avantage aussi de formuler le modèle de façon déterministe à l'origine et après de passer en stochastique, c'est que sur le modèle déterministe, on est capable de calculer des quantités comme, par exemple, le taux de reproduction, le nombre de reproductions. Donc, on a une commande bonne du comportement attendu du modèle qui est en fait le modèle moyen du modèle stochastique, plus ou moins, enfin, modulo quelques adaptations. Donc là, je vous montre le type de résultat qu'on a. Donc, en l'axe des X, là, vous avez le nombre de jours entre les importations, donc 1 sur le taux lambda auquel les importations ont lieu, et en axe des Y, le taux de reproduction effectif dans le lieu qui importe où arrive l'importation. Et ce que vous voyez, c'est que quand les cas n'arrivent pas très très vite, donc quand on est à droite de cette courbe, le fond de ce graphique représente la proportion des importations qui réussissent. Proportion of successful introductions. Donc, celles qui induisent une propagation locale au moins. Et vous voyez que le taux est assez bas, en particulier si le nombre de reproductions est bas dans le lieu qui importe. Quand les importations deviennent très fréquentes, les barres verticales, enfin les barres rouges, mais qui deviennent presque verticales, la dernière, c'est 0,99. Donc 99% des simulations, là je ne sais plus combien il y avait de milliers de simulations par point, 99%, 500 je crois, un truc comme ça, 99% des simulations, là, ont montré une importation locale, une importation réussie. D'accord ? Par contre, ce que vous voyez, donc les ronds, là, je montre le taux d'attaque. Donc là, c'est un pourcentage, c'est le pourcentage d'individus qui ont contracté la maladie au bout de la fenêtre temporelle qu'on a considérée, donc 3 mois. Et vous voyez que, par exemple, même quand j'ai un taux d'importation qui est très haut, si je suis à gauche de ma figure, là, que j'importe, disons, par exemple, en moyenne, 1 cas tous les jours, vous voyez que la probabilité d'une importation réussie est très, très grande. Elle est toujours plus grande que 99%, disons. Mais par contre, le taux d'attaque diminue beaucoup à mesure que vous diminuez le taux de reproduction dans la localité. Donc, ça veut dire que
le taux auquel les cas arrivent, c'est vraiment ça qui détermine la probabilité que l'infection, enfin, qu'il y ait une propagation locale suite à l'importation. Mais par contre, la criticalité de l'importation est très, très conduite par le taux de reproduction. Donc, c'est une bonne note, disons, pour les gouvernements locaux qui se disent, oui, est-ce qu'on fait des confinements? Oui, ça peut jouer, puisque ça va, même si on est quasiment sûr d'observer des propagations suite aux importations, ces propagations ont beaucoup moins d'impact que si on ne faisait rien. Ça, c'est naturel. Ensuite, autre chose qu'on peut faire avec ce modèle, c'est évaluer l'efficacité de la quarantaine. Donc là, l'idée, c'est la suivante. Je suppose qu'un individu arrive et qu'il n'est pas observable. Donc il est soit latent, il est soit non détecté. Et je vais laisser l'individu vivre dans le modèle stochastique pendant la durée de la quarantaine, donc TQ jours. Et je l'isole. Donc, il est en isolation. Je suppose que la quarantaine est bien respectée. Donc, pendant TQ jours, l'individu ne fait pas de contact avec les autres, mais il suit quand même ce modèle stochastique que j'avais présenté pour l'évolution de la maladie. Si, après TQ jours, l'individu est toujours dans l'un de ces compartiments non observables, la quarantaine n'a pas marché, parce que quand l'individu rejoint la population générale, il est ou elle est toujours infectieux. Infectieux ou latent. Tandis que si le statut a évolué vers quelque chose d'autre, eh bien, la quarantaine a marché parce que l'individu a été détecté, en gros. Bon, il est possible qu'il soit mort, mais en tout cas, il est passé dans un stade où il n'est plus un danger pour la population. Et donc, on peut regarder l'évolution des flux d'individus entre ces états. Et là, je vous montre par exemple 2 durées de quarantaine. Donc, à gauche, c'est 7 jours, à droite, c'est 14 jours. Et vous voyez les compartiments. Alors là, c'est toujours labellé comme on l'avait fait avant. Donc, c'était A, c'est les U pour moi. D'accord. Et les flots bleus, là, dans ces trucs, c'est donc à gauche, vous avez l'entrée dans la quarantaine et à droite, la sortie de la quarantaine. Donc, la table de gauche, la figure de gauche, c'est après 7 jours de quarantaine, les flux bleus, c'est des individus qui sont entrés dans des phases non détectables et qui sont toujours non détectables à la fin. Et vous voyez que si vous augmentez la quarantaine, vous la doublez dans ce cas, la taille des flux bleus à droite est beaucoup, beaucoup plus réduite. Et ça, tous les individus qui ne sont pas en bleu, la quarantaine a marché pour eux. D'accord ? Et en fait, on peut calculer explicitement la valeur de ça. On a obtenu une formule pour obtenir l'efficacité de la quarantaine en fonction de ça. Alors, pour vous donner un exemple vite fait avant que je passe à la deuxième partie, donc pour estimer le taux d'importation, alors là, on a fait un calcul vraiment assez primaire. Donc, on peut dire simplement que le taux d'importation depuis une localité donnée, un point d'origine donné, que ce soit un pays ou un lieu, c'est la fraction des cas actifs dans l'origine, multiplié par la fraction des cas non détectés parmi ces cas actifs, multiplié par le nombre de passagers qui arrivent par jour depuis l'origine. Et en fait, vous pouvez calculer un lambda I pour chacun des points qui vous envoient des gens, et parce que c'est des risques compétitifs, il suffit de sommer ces lambda I pour obtenir le lambda auquel vous êtes soumis. Je vais vous donner un exemple très vite, mais d'abord, je détaille un dernier truc. C'est maintenant, quel est l'effet de la quarantaine? Donc, la quarantaine, en fait, son rôle, c'est de réduire le taux d'importation. Donc, si C, c'est l'efficacité de la quarantaine, donc, comme je disais, on peut le calculer explicitement en fonction des paramètres du modèle, alors le taux d'importation post-quarantaine est modifié de la façon qui est annoncée là. C'est-à-dire que le taux d'importation après quarantaine, c'est 1 moins l'efficacité fois le taux d'importation avant la quarantaine. Alors, je vous montre un exemple vite fait pour qu'on voit comment ça marche. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'île du Prince-Édouard. Alors là, on change de magnitude au niveau du Canada. Donc le Manitoba, ça fait 20% de plus que la France. L'île du Prince-Édouard, ça fait la taille d'un petit département français et ça a la population de la Creuse. Donc c'est vraiment petit, c'est 5000 km², quelque chose comme ça.
c'est une province, c'est dans le golfe du Saint-Laurent, et ça a l'avantage au niveau de l'étude des transports que d'être connecté au continent bon, par les transports aériens, mais qui étaient essentiellement fermés. Des transports maritimes, il y a 2 ferries, mais eux aussi sont fermés. Et ce pont là que vous voyez, qui s'appelle le pont de la Confédération, et qui a été fermé pendant un bon moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que début juillet, les provinces maritimes, donc l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la Terre-Neuve-et-Labrador, sont mis d'accord pour créer ce qu'ils ont appelé la bulle de l'Atlantique, qui était la circulation libre des gens de ces provinces entre ces provinces. Et donc, à l'occasion, ils ont réouvert le pont de la Confédération, qui était fermé depuis début mars. Et l'avantage d'un pont, c'est qu'on compte facilement les flux dessus. Et donc, ils ont compté, je crois que c'était 8500, je dis personne, mais je crois que c'est 8500 véhicules dans chaque sens. Et donc, là, j'ai fait une expérience de pensée où je dis, bon, supposons que ce jour-là, en fait, bon, tout le monde venait du Nouveau-Brunswick, c'est le Nouveau-Brunswick qui est connecté au pont. Donc, mettons que tout le monde vienne du Nouveau-Brunswick, et que, en fait, la prévalence des cas actifs soit celle qu'elle était au maximum du Nouveau-Brunswick pour le Nouveau-Brunswick jusqu'à ce jour-là. Donc, il y avait 72 cas, donc ça vous donne un ordre d'idée de à quel point c'était bien d'être au Nouveau-Brunswick pendant tout le début de l'épidémie. Donc, ils avaient 72 cas actifs en avril. Et donc, en utilisant la formule que je vous montrais avant, et en supposant qu'il y avait à peu près 20% de non détectés, parce que l'un des avantages d'avoir si peu de cas, c'est qu'ils font aussi du contact tracing de façon très, très active. Et donc là, ça donne 6,4 jours en moyenne entre les importations. Et bon, comme je fais remarquer, en fin de compte, ce jour-là, il n'y avait qu'un cas actif. Le jour où ils ont ouvert le pont, il n'y avait qu'un cas actif. Et en pratique, ça veut dire que c'était plus qu'une année en moyenne entre les cas. Bon. Et donc là, je prends ce taux d'importation et je suppose une quarantaine, que j'impose une quarantaine efficace à 55% pour 7 jours et 80% pour 14 jours. Ça dépend des paramètres, etc. Mais bon, je choisis ça. Mais l'effet, c'est ça. Donc la courbe verte, ça c'est la figure que vous avez vue tout à l'heure, mais ce que je vous montre là, la courbe verte, c'est ce qui se passe si vous avez une importation en moyenne tous les 6,4 jours. Ça vous donne la probabilité, la proportion de simulation qui voit effectivement une importation de cas. Et les 2 courbes jaunes vers la droite, c'est où est déplacé ce taux d'importation dans le cas d'une quarantaine efficace à 55% et d'une quarantaine efficace à 80%. Et ce que vous voyez, c'est que, bon, si je suis sur la courbe verte, je suis pratique, même si c'est un cas tous les 6,4 jours, je suis quasiment assuré d'importer des cas. Par contre, si je me déplace, par exemple, après une quarantaine de 14 jours, et bien là, je tombe sur la deuxième ligne jaune, et vous voyez que la proportion d'importation est déjà beaucoup plus basse, et aussi les taux d'attaque sont aussi beaucoup plus bas. Donc la quarantaine a vraiment cet effet-là, c'est l'effet de diminuer le taux auquel les cas arrivent dans la population. Voilà. Alors maintenant, je passe à la deuxième partie, je vais passer assez vite. Comment on a pris ce modèle? Là, c'est le travail en cours. Bon, c'est pratiquement, j'espère avoir bientôt fini la rédaction. Enfin, j'ambitionne de finir la rédaction dans une semaine au maximum, peut-être 2. On verra. On a ajouté des variants à ce modèle et on a aussi changé le modèle un petit peu pour vraiment focaliser sur le rôle des importations. Alors, je vais vous montrer vite fait le genre de choses qu'on a considérées. Alors, le premier raffinement, c'est l'ajout d'un variant. Pour ajouter un variant au modèle que je vous ai présenté, c'est très simple. On double le modèle. C'est-à-dire qu'on considère que le diagramme de flow que je vous avais montré, on en met un pour le variant d'origine, disons, et un pour le nouveau variant. Et on connecte ça par les susceptibles sont communs aux 2 populations.
Et donc, la force d'infection, c'est simplement la même force d'infection qu'avant, à part qu'elle est doublée. Il y a une force d'infection qui vient des… donc, O, c'est pour origine, et N, c'est pour nouveau. Donc, j'ai la même force d'infection qu'avant, sauf qu'elle est maintenant séparée entre nouveaux et anciens variants d'origine. Et donc, le modèle, c'est ça. C'est le même modèle qu'avant. Et alors là, je ne considère pas encore d'importation. Là, je considère le modèle en absence d'importation. Et donc, en fait, ça va dépendre des conditions initiales du nombre d'infectés dans la population des différents types. Et là, je vous montre, par exemple, je crois que j'ai deux courbes. Là, c'est ce qui se passe si j'ai une population de 1 million d'habitants en tout et que le R0, donc le nombre de reproductions pour mon variant d'origine, c'est 1, et le nombre de reproductions pour le variant introduit, le nouveau variant, c'est 1,7. Et ce que je fais, c'est que je suppose que le variant d'origine se propage à peu près de façon constante. Là, vous le voyez descendre un petit peu, mais bon, voilà. Donc, ce variant-là est à un R0 égal à 1, ce qui veut dire que globalement, on s'attend à ce que le nombre de cas reste plus ou moins constant. Et ce que je fais, c'est que je laisse vieillir un petit peu le système pour que ça s'établisse. Et puis, au temps 0, je mets un variant. Et je regarde, là, c'est, je pense, 500 simulations. Donc 500 réalisations de la chaîne de Markov en temps continu. Et donc la courbe rouge, c'est le nombre de cas du nouveau variant qui arrive au fur et à mesure du temps. Les enveloppes, c'est 90% des solutions, je crois. Et donc ce que vous voyez, c'est que le nombre de cas monte très très lentement, mais après, évidemment, c'est ce qu'on a vu partout. Et là, rappelez-vous, il n'y a pas d'importation. Donc, ça veut dire que j'ai introduit là je crois que j'ai introduit bon, évidemment, il y a quelques simulations où le variant s'éteint, le nouveau variant s'éteint, mais quand même, fréquemment, il se propage bien malgré l'absence d'importation nouvelle. Là, c'est un cas encore pire. Donc là, le variant d'origine a un nombre de reproduction de 1 et le variant introduit, nouvellement introduit, une reproduction de 2,5. Et là, on voit vraiment une explosion du nombre de cas, mais toujours avec un décollage lent au début. Mais vous voyez que très vite, 120 jours, donc 4 mois. Au bout de 4 mois, on a un nombre de cas du variant introduit qui devient assez important. Deuxième raffinement, je vais regarder les importations, mais je vais les regarder de façon un peu plus complexe, un peu plus détaillée que ce que j'avais fait avant. Je ne vais pas vous montrer trop là-dessus. Je vais simplement dire, donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a mis une couche d'importation. Je vais vous montrer le graphique, je pense que c'est le plus facile. Donc, l'idée, c'est que maintenant, j'ai 4 copies du modèle. Mais ce qui se passe, c'est que les couches extérieures, là, à gauche et à droite, les deux modèles qui sont là, il n'y a pas de dynamique propre. Il y a une dynamique propre des individus quand ils vivent, comme dans la quarantaine que je considérais avant. D'accord ? Donc, les individus viennent de l'extérieur, ils rentrent dans ces couches d'importation, là. Et ce qui se passe, c'est qu'ils interagissent, une fois qu'ils sont dans la couche d'importation, ils interagissent avec la population dans la communauté, qui est les deux couches au centre. Donc, il y a le variant d'origine à gauche et le nouveau variant à droite. Et ce qui se passe, c'est que je fais rentrer des gens, mais alors avec les mêmes genres de taux lambda constants que j'utilisais avant. Et on regarde comment le modèle réagit à ce genre de choses. Alors là, je vais vous montrer simplement un graphique là-dessus. Avec ce modèle-là, je peux regarder, par exemple, l'effet de l'interruption complète du voyage. Alors, quand on a commencé à entendre parler du variant anglais, il y a pas mal de pays européens, le Canada, on a fait la même chose, qui avons interdit les voyages avec la Grande-Bretagne à l'origine. Et donc là, on voulait voir un petit peu le rôle de ces interruptions de voyage. Alors là, c'est assez simple. J'ai pris R0 pour le variant d'origine égal à 1. Donc, encore une fois, je regarde un truc qui ne bougerait pas trop. R0 pour le nouveau variant égale à 1,7. Et puis, bon, je fais une petite période de rodage pendant laquelle je laisse le variant d'origine s'établir.
Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'introduis le nouveau variant au temps 0. Enfin, je commence à l'introduire parce que là, il y a des importations en continu. Je commence à l'introduire au temps 0, mais ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, dans les graphes que je vais vous montrer, j'interromps complètement l'importation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'importation est interrompue, toute la propagation, elle a lieu du fait des individus qui sont déjà dans la population. Et là, c'est assez intéressant parce que ce qu'on voit, c'est, bon, les bleus, je ne détaille pas. Ce qui est intéressant là, c'est le nombre d'infections, là, avec le nouveau variant en rouge. À partir de le rouge très clair, c'est si j'interromps toute importation à partir de 10 jours. Et plus on devient foncé, plus j'attends avant d'interrompre mes importations. Et ce que vous voyez, si vous regardez vers la droite de la courbe, là, c'est que, hormis le cas où j'agis vraiment dans les 10 premiers jours, et même celui-là, j'ai quand même de la montée, tous les autres cas, ils sont dans un mouchoir de poche, plus ou moins, le temps de remplacement, le moment où le nouveau variant remplace, enfin devient la source majoritaire de propagation par rapport aux résidents, aux variants déjà présents, il y a une différence d'à peu près 10 jours là-dedans, malgré le fait qu'il y a la seconde plus petite, là, j'ai interrompu les voyages au bout de 20 jours, et que les plus foncés, par exemple, j'ai attendu 4 mois avant de le faire, ou presque 4 mois avant de le faire. Et donc, en fait, ce que ça montre, ça, c'est que la période d'opportunité, la fenêtre pendant laquelle vous pouvez vraiment avoir un effet contre l'importation du variant, elle est très réduite. D'accord ? Et l'effet d'une fermeture complète du voyage est très, très vite perdu. C'est-à-dire que, bon, si on s'y prend vraiment très, très tôt, eh bien, on a un effet, et sinon, après, ça devient plus compliqué. OK. Dernier petit raffinement. Alors là, je fais un modèle, j'ai passé des années à travailler sur un truc qui s'appelle des modèles en métapopulation. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une métapopulation. Et donc là, l'idée, c'est que dans le modèle précédent, j'utilise le même système que j'ai utilisé dans le premier modèle, où j'ai des importations qui arrivent à des taux de poissons, des taux poissons distribués. Et là, au lieu de faire ça, et donc l'inconvénient, c'est que bon, je fais varier mon taux d'importation, mais je ne sais pas vraiment de quoi il découle. Ici, je vais m'intéresser vraiment à un taux d'importation enfin, un taux d'importation constant par capita, mais qui est par contre, qui est par capita, donc qui dépend de la dynamique de l'épidémie dans le lieu d'origine, qui dépend directement de la dynamique de l'épidémie dans le lieu d'origine. Et donc ça va permettre d'investiguer le genre de situation que je mentionne là, c'est-à-dire que par exemple, si je veux caricaturer la situation de Winnipeg et des villes au nord que je vous montrais au début, eh bien, j'ai une ville d'1 million, on est 800 000, bon, en ordre de magnitude, c'est ça. J'ai une ville d'1 million qui est connectée à des villes de 1000 personnes. Et donc là, on va regarder l'effet de la vulnérabilité, enfin, on va regarder la vulnérabilité, le risque des petites communautés. Vous pouvez aussi prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une épidémie dans l'une de ces petites communautés, et il y a des mouvements entre les communautés. Et donc, l'idée, c'est quelle est la vulnérabilité d'un grand centre urbain à ce qui se passe dans les petites communautés. Et enfin, on peut regarder, par exemple, si on regarde deux grosses entités, bon, ça peut représenter un peu ce qui se passe quand vous connectez une ville au reste du monde, ce genre de choses. Et donc, le modèle, c'est le même modèle qu'avant. Là, je vous montre seulement un variant, je n'ai pas précisé lequel. Donc, il y a une couche en bas, là, c'est l'exportateur, c'est le lieu qui commence à exporter des cas. Et après, il connecte au taux, vous voyez les taux lambda X fois L, par exemple. Donc, lambda est là un taux par capita, et ça connecte donc à la couche d'importation dans l'importateur. Et brièvement, je vais vous montrer genre 2-3 simulations qui étaient assez amusantes. Là, je suis encore en train de régler des détails. Donc là, par exemple, c'est le cas que je disais de Winnipeg, disons, une population dans l'exportateur d'1 million.
une population dans l'importateur de 1000. Et là, j'ai pris 2R0 égale à 1. Donc, je m'attends à ce que le variant d'origine se propage et que le variant nouveau ait du mal à décoller. C'est effectivement ce qu'on voit. Là, c'est le nombre de cas détectés dans l'importateur. D'accord ? Et vous voyez que donc l'importateur, il n'est pas gros là, il est 1000, donc les incidences vont être assez petites. Et vous voyez donc ce taux de détection, et on ne détecte aucun variant. Alors là, c'était quoi? Ah oui, là, je regardais un autre effet. Donc, c'est le même setup, mais là, je découpe la courbe que vous voyez, la courbe bleue. Maintenant, je fais la différence entre la transmission qui a lieu dans la communauté. Par ça, je veux dire un individu susceptible de la communauté est infecté par un individu infectieux de la communauté, comparé à la transmission depuis la couche d'importation. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les autorités considèrent la réduction des importations, c'est pour dire ça va contribuer quand même à la dynamique et tout ça. Et ce que vous voyez, donc la transmission des importations, c'est les gens qui sont dans la couche d'importation et qui infectent des individus dans la communauté. Et vous voyez qu'au début de l'importation, la transmission depuis les importations prend le dessus, en fait, est au-dessus, mais très vite, les transmissions sont conduites par la communauté. Donc ça, c'est important parce que ça revient sur ce problème que je disais avant de la fenêtre d'opportunité pour le contrôle des importations. Vous voyez qu'au début, là, si j'agis sur ces importations, à ce moment-là, je vais réduire effectivement la transmission, mais très vite, la transmission par les importations devient minoritaire par rapport aux importations, à la transmission dans la communauté. Et là, c'est une petite communauté, et rappelez-vous que les R0 sont petits. Là. Donc, on le voit de façon un peu plus notable. Évidemment, je n'ai pas présenté. Ah oui, voilà. Le dernier graphique que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc là, je considère deux grosses populations, donc 1 million, non, 100 000, 100 000 chacun. Oh. Ok, je ne me rappelais pas que j'avais fait 100 000. Deux populations de 100 000 chacune, donc des populations égales. L'exportateur, le R0 dans le variant d'origine est 1, et par contre le variant invasif est à 1,5. Et ce que vous voyez, c'est que très vite, là, c'est le même graphique, enfin le même type de graphe que je vous montrais avant. La propagation dans la communauté, ici, est vraiment majoritaire. La transmission qui vient des importations est pratiquement nulle. D'accord ? Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà.